on a toujours eu des problèmes de relations entre les communautés, etc. Mais ce que le changement climatique apporte, c'est que c'est un chamboulement général. Et les détracteurs, par exemple, quelqu'un qui me dit, Souleymane, vous parlez de changement climatique, réchauffement et consorts, et pourtant, nous avons de plus en plus d'eau. Je dis, mais pourtant aussi, nous avons de plus en plus de forêts qui s'allument. Je veux dire, de forêts qui disparaissent. Nous avons de plus en plus de problèmes d'accès à l'eau. Parce que aussi, au même moment, je pense que les taux d'évaporation ont augmenté jusqu'à 15 à 25%. Donc, les changements climatiques ont aggravé l'environnement. Et puisque déjà, il y a toujours eu une compétition autour des ressources entre les communautés, cela va aggraver les conflits entre les communautés. Par exemple, M. Pam a parlé de l'exemple de la Mauritanie. Après la décision de la Mauritanie de recevoir les réfugiés sénégalais qui ont été déportés en 89, il y a eu au minimum 4 ou 5 villages et aussi d'autres villages où, par exemple, les communautés se battaient autour du contrôle de l'eau du fleuve Sénégal. Si on prend une zone, par exemple, qu'on appelle Gourel Falli, c'est des flancs de montagne qui ont disons, des rivières éphémères. Il y a, par exemple, pendant 6 mois, 7 mois, il y a vraiment une rivière et après, il y a la période de décrue. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les populations qui vivaient dans ce site vivaient, par exemple, de culture de décrue. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les populations qui ont remplacé les Pulaars qui ont été déportés du Sénégal, au moment où les réfugiés retournent sur leur site, les autres refusent de rendre les terres, donc des conflits. Nous avons aussi d'autres conflits qui sont toujours, par exemple, autour de l'eau, par exemple, ou par exemple, des populations nomades berbères qui dépendent je veux dire, du pastoralisme, sont obligés finalement de disputer, par exemple, les points d'eau, même au niveau des communautés sédentaires. Et ce qu'on sait, c'est que ces populations qui ont des modes de vie différents et donc qui va à un certain moment créer des rapports conflictuels ont toujours vécu et ont même mis sur place des systèmes d'évitement de conflits. Au Sénégal, par exemple, on a souvent l'habitude, par exemple, les communautés Wolof, les Wolofs, souvent disent que les peuples sont tellement sauvages qu'ils n'aiment pas habiter avec les autres. Ils habitent toujours à 1 km ou à 2 km du village, par exemple, des sédentaires. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter des conflits, c'est des stratégies d'évitement de conflits. Mais maintenant, avec la rurbanisation, par exemple, le fait que même les zones rurales maintenant sont transformées en zones habitables, fait que l'espace, par exemple, qu'il pouvait y avoir pour que les communautés s'évitent, va se rétrécir au point qu'ils vont vivre au jour le jour. Ça, c'est d'un. De deux aussi, comment dire, la dégradation de l'environnement fait que, par exemple, ces populations vont franchir les lignes, entre parenthèses, d'harmonie qui existaient entre ces deux communautés. Si bien que, par exemple, le berger qui n'a plus de pâturage va fermer les yeux et envoyer ses bœufs dans les champs, par exemple, de populations cultivatrices et qui finalement vont se mettre en confrontation. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Et par répercussion ou bien par effet de boule de neige, il a mentionné, les frontières qu'on a sont des frontières artificielles qui divisent des communautés en deux. Il va y avoir un moment où ce conflit déborde, je veux dire, de la frontière pour aller dans l'autre pays. Et nous avons, par exemple, des incursions qui peuvent exister entre communautés Maasai, kenyanes et soudanaises, ou bien entre Éthiopiens et Érythréens, etc. Au Sénégal, nous avons ces problématiques-là qu'on a. Et j'ai grandi à Louga, où il y a le Ferlo, et le mois de juin était rebuté, par exemple, de la gendarmerie, par la gendarmerie, parce que c'était le moment où on les appelle toujours pour aller
régler des conflits entre communautés peules et communautés sédentaires, communautés donc nomades et sédentaires. Mais aussi, même les hôpitaux se préparaient, surtout les départements de chirurgie étaient hyper occupés parce qu'il n'y a pas de jour où on n'amène pas une personne qui a été charcutée suite à des conflits champêtres, etc. Donc, c'est un peu pour donner, pour démontrer comment, par exemple, le changement climatique aggrave déjà la fragilité environnementale qui fait que les populations se frictionnent. Un autre enseignement, on nous a toujours appris que les gens engagent des guerres quand engagent des conflits quand ils sont sûrs de les gagner. Mais quand il s'agit, par exemple, de questions de conflits, de tensions liées à l'environnement, les gens n'ont pas le choix. C'est des questions de survie. Par exemple, le pasteur, le berger, a deux choix, soit laisser son troupeau mourir et après, quitte à se pendre après, parce que sa vie n'a plus de sens, ou bien se réveiller et aller confronter les propriétaires de champs et aller s'y installer. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire parce qu'on a perdu peut-être beaucoup de temps, mais voilà un peu quelques illustrations qu'on peut faire. Quelles sont les actions qui sont développées par les communautés pour gérer la paix ou bien pour garder l'harmonie. Là aussi, je vais prendre un exemple que j'ai vu en Mauritanie, où par exemple, population sédentaire et pasteurs s'associent pour créer des espaces de pâturage avec l'aide, par exemple, de l'État, qui va, par exemple, financer et libérer des terres qui vont être encloses, donc enfermées et laissées comme ça, je veux dire, le fourrage va se développer et quand maintenant les pâturages sont rasés, maintenant on ouvre ces enclos pour que, par exemple, aussi bien les populations locales que les pasteurs nomades puissent faire entrer leurs animaux. Nous avons aussi d'autres aspects où, par exemple, un travail de sensibilisation conséquent se fait pour que, par exemple, ceux qui ont des intérêts divergents, parce que les conflits, c'est des intérêts divergents, puissent trouver un terrain d'entente. Par exemple, celui qui déboise parce qu'il a besoin de bois de chauffe, qu'il soit encouragé à replanter là où il enlève, par exemple, des arbres. Et nous voyons ça, nous voyons ces exemples-là, même par exemple au niveau bon, il l'a un peu énoncé, et là, c'est des politiques d'État, par exemple, la bande verte. Mais aussi, on sait que de plus en plus, les gens s'engagent dans l'agroforesterie. Et là, ce sont des actions, par exemple, que les ONG qui sont sur place, les ONG qui travaillent sur la question de l'écologie et aussi des écosystèmes, peuvent faire pour engager peut-être une sorte d'éveil des consciences sur la problématique de changement climatique. Parce qu'il y a beaucoup de déni, il y a beaucoup comment dire, beaucoup de déni, mais aussi de climato-sceptiques, simplement parce que les gens ne comprennent pas ce qui tourne autour de cette question ou bien de dérèglement climatique, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle. Mais il y a aussi des efforts que les États doivent faire, parce qu'on sait que, par exemple, j'ai en tête les conflits sociaux qui se sont passés à un moment au Sénégal. Il y a eu ça sous Wade, et je pense que Macky Sall a voulu anticiper ça durant la crise de Covid en donnant je veux dire, un package aux populations locales pour développer leur résilience. Mais ce qui se passe, c'est que parfois les choix des États causent des problèmes au niveau, par exemple, des populations locales ou rurales et qui finalement aboutit à des conflits, non pas entre les communautés, mais entre les communautés et l'État. Et pas mal de personnes se rappellent de ce qui s'est passé à Fanaï, où l'État s'est levé un beau jour pour donner des hectares de terre à une société italienne. Donc, c'est le fameux problème de l'accaparement des terres. Moi, je ne dirais pas accaparement parce que souvent, on leur attribue des terres au détriment des populations locales.
Si bien que finalement, il y a eu des manifestations parce que les populations ne sont pas d'accord sur ça. Et je pense qu'à Fana, il y a eu 4 morts, dont un des responsables, jeune responsable de l'organisation communautaire de base qui travaillait sur ça. Donc voilà un peu comment est-ce que le changement climatique, les problèmes de l'environnement exacerbent les tensions entre communautés et peut-être quelques types de réflexions qu'il faut développer. Et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas uniquement le monde de l'agriculture. On voit ces problèmes dans la foresterie. Par exemple, on sait ce qui se passe en Casamance, le conflit casacé, le trafic du bois qui accélère la déforestation. Nous avons vu aussi d'autres problématiques qui se passent et qui sont des adjuvants à ces conflits-là, ces conflits qui restent toujours. On a toujours des mécanismes de règlement de conflits, mais ce qui est dommageable, c'est la multiplication de ces conflits-là qui sont dus en partie à la duplicité des États qui ne tiennent pas compte dans leur politique agricole, par exemple, ou environnementale, de la réalité, je veux dire des contrées de l'interland. Voilà un peu ce que je voulais dire pour un peu compléter ce que M. Pam a présenté. Donc, pour la dimension lien entre environnement et conflit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sagna. Et je pense que vos éclairages également, en complément à l'intervention du Dr Pam, étaient très, très intéressants. Notamment votre perspective par rapport à votre travail avec les réfugiés et autres populations vulnérables. Et je note dans ce que vous avez dit, en fait, le rôle important de l'État par rapport au fait d'avoir des politiques publiques éco-responsables, mais également en fait le rôle des ONG. Vous avez mentionné le rôle des ONG, notamment dans la sensibilisation, et je pense que c'est une transition toute faite pour passer la parole à Aminata. Merci pour vos brillants exposés et qu'ils étaient très, très, très complets. Alors du coup, moi, je vais vraiment rebondir sur des sujets, mais tout est déjà dit. Dr Pam a évoqué tout à l'heure en fait une agriculture de guerre et moi je voudrais vraiment préciser ça parce que c'est vraiment le terme, parce que les produits chimiques qui ont été utilisés pour l'agriculture sont des recyclages de la Deuxième Guerre mondiale en fait, que ce soit le pesticide, que ce soit les barbelés. Donc c'est vraiment important qu'on soit conscient que inconsciemment même ils ont utilisé des produits qui sont issus de la guerre mondiale en fait. Donc c'est comme si on partait en guerre contre la nature pour produire plus, beaucoup plus. Et aussi on nous fait croire que l'agriculture industrielle c'est celle qui nous nourrit, sachant que 70% de notre alimentation, ça c'est l'IFAO qui le dit, vient des petits producteurs, donc qui ont un rôle crucial en fait à jouer et aujourd'hui qui sont menacés par des besoins primaires qu'ils n'arrivent pas à produire parce qu'à la base le petit producteur il produit pour se nourrir et il vend son excédent. Donc on est vraiment dans une situation les conflits se multiplient un peu partout hein, en Afrique, dans le Sahel, mais ce dont j'ai peur, moi je suis pas fataliste, mais c'est que ça s'accentue parce que l'ONU nous dit qu'on a plus de 2 millions personnes qui migrent qui viennent du Sahel, qui vont venir du Burkina, du Niger, du Tchad et du Mali, et ces pays sont en guerre aujourd'hui. Donc c'est quand même dommage que même dans ces conflits qu'on entend un peu partout, que la partie changement climatique n'est jamais abordée. La partie changement climatique est minimisée ou même pas maîtrisée en fait, parce que nullement au Mali, dans les échanges des gouvernements qui mènent des choses, on parle de climat. On parle de solutions qu'on peut apporter sur le changement climatique et même des garde-fous pour faire de la prévention. Et la situation est quasi désastreuse, si on peut se le dire. Et
il est même indispensable, en fait, si on ne veut pas que ça déborde, parce que quand il y a des conflits, du coup, ça va toucher les pays voisins et ça va apporter d'autres problèmes. Là, on a même dépassé les pays voisins. Ils viennent en Occident aujourd'hui et on ne comprend même pas pourquoi ils viennent, en fait. J'ai échangé une fois avec, quand on était sur le terrain, un partenaire qui nous dit qu'il a vu un agriculteur vendre ses terres pour envoyer son enfant, en fait, en Occident pour prendre les bateaux. Donc là, c'est le désespoir. Quand quelqu'un qui utilise ses terres pour se nourrir et nourrir les gens, vendre ses terres pour pouvoir envoyer son enfant pour espérer un lendemain meilleur. La situation est vraiment complexe et je salue grandement les actions du REDES qui sont juste incroyables depuis très longtemps. En même temps, je pense qu'il est important d'agir en fait comme le fait le REDES. On ne peut pas juste, moi je suis vraiment adepte de l'action et tous qui sont là aujourd'hui au niveau du webinaire, c'est ce que moi je pense qu'à l'issue de ce webinaire, c'est comment on peut s'engager dans une organisation, que ce soit le REDES, que ce soit le travail que Souleymane fait, ou même d'autres organisations, ou même en créer pour penser à un village d'où l'on vient. L'engagement est nécessaire. En fait, on ne peut pas juste passer du temps à parler, comme l'a dit Ousmane, dans les COP et autres. Il faut agir sur le terrain parce que la situation, elle nous dépasse. Et, c'est vrai que les États ont leur rôle, mais c'est les communautés rurales qui vont régler ces problèmes-là. C'est eux qui ont le pouvoir de régler ces problèmes-là, qui savent s'organiser, qui savent agir et qui savent ce dont ils ont besoin sur le terrain. L'État peut apporter des outils pour les aider, mais les outils même qui sont apportés par l'État, si je prends le cas des semences qui sont distribuées chaque année, c'est des semences OGM, F1 qui sont pas reproductibles. Donc même ces outils, je pense qu'à un moment, il faudra demander aux populations ce dont ils ont besoin, faire des symposiums, échanger avec eux pour pouvoir anticiper sur certains territoires où les conflits ne sont pas encore là, ou apporter des solutions concrètes parce que la situation va de mal en pire. Malheureusement, je ne vais pas être fataliste encore une fois, mais je veux quand même dresser la situation, dire où on en est et où l'on va avec les problématiques qui s'annoncent. Il est indispensable qu'on soit dans l'action constante. Voilà. Merci beaucoup, Aminata, vraiment pour, effectivement, je pense, ce plaidoyer très, très fort qui nous sert de conclusion très, très poignante par rapport à ces interventions. Et je pense que, bon, on a débordé, mais là, on donne vraiment à l'audience, à nos chers participants, l'opportunité d'intervenir et également de poser des questions ou d'apporter d'éventuelles contributions. Vraiment, merci beaucoup pour nous avoir fédérés. Ah, il y a Batraoré qui voudrait parler. Oui. Allez-y, Batraoré. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. D'accord. Merci à nos chers intervenants pour leurs présentations qui étaient brillantes et aussi édifiantes. Par rapport à la question, j'aimerais beaucoup plus revenir, si vous me le permettez, dans le cadre sahélien. Parce que cette question, comme vous l'avez dit, était ignorée. Et c'est maintenant qu'on commence à véritablement penser si les réchauffements climatiques, les effets de réchauffement climatique n'ont pas un rapport avec les conflits, notamment intercommunautaires au
au Sahel, hein, dans beaucoup de pays, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et même au Tchad, qui sont les plus exposés aux effets du changement climatique. Alors, dans ce contexte, il y a véritablement un accès aux ressources qui devient de plus en plus difficile dans ces zones-là, où on est obligé souvent de quitter des territoires pour avoir des ressources, notamment l'accès à l'eau pour les bétails. Et aussi, cela crée un conflit entre sédentaires et nomades, parce que souvent les zones d'agriculture sont des zones de passage pour les nomades. Et ce conflit, il faut le dire, est instrumentalisé par les groupes armés terroristes qui veulent un ancrage forcément local pour pouvoir perpétrer des attaques. Il faut un ancrage local. Donc, tous les moyens sont bons. Donc, forcément, on instrumentalise ces conflits-là. D'abord, maintenant, pour revenir à la question, selon vous, on parle de réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est irréversible, on est dans l'urgence, mais quels sont les moyens, parce que maintenant on parle de deux concepts, on parle d'atténuation et d'adaptation. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait adapter notre économie? Quand Aminata parle d'économie verte, est-ce que l'économie verte est véritablement une économie qui est... parce que quand on parle d'économie, c'est le bien. Est-ce que l'économie verte a forcément un impact comme les autres économies? Parce que quand on parle d'industrie, de grandes gigantesques industries, est-ce que l'économie verte pourrait véritablement remplacer cette économie que nous avons? Merci Bah Traoré. On note ta question. Est-ce que l'économie verte est une utopie ou est-ce que ça peut vraiment être une alternative concrète? Donc, on va revenir à ça juste après la question de Madame Lee. Je remercie au passage parce que c'est une amie, nous avons fait l'université ensemble. Ah, d'accord. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci déjà pour vos brillantes présentations. J'ai vraiment été impressionnée par la pertinence de vos propos et aussi tout le travail que vous abattez sur le terrain. Hein. C'est pas évident. Alors, docteur Pam, merci de m'avoir invité. Alors, j'ai pris le train en marche, mais j'ai bien compris la problématique. Alors, moi, je travaille dans une société d'eau, la SDE, qui gérait jadis l'urbain. Et actuellement, nous sommes dans le rural. Donc, nous allons gérer le nord du Sénégal, Saint-Louis, Matam, Louga. Et je vois sur ma liste déjà des localités que là où nous allons intervenir. Je vois que Guédé Chantier en fait partie. Wow! Fantastique. Et voilà, donc nous nous apprêtons à faire le grand tour pour une caravane de communication dans le nord afin de prendre connaissance déjà du périmètre à fermer et puis parler un peu aux populations locales. Bon, moi, ce que me préoccupe, c'est peut-être l'apport que la SDE pourrait, ce que la SDE pourrait vous apporter en termes de production d'eau potable, de production et distribution d'eau potable. Je sais qu'il y a des forages sur place, il y a plein de forages. Et bon, pour ce que je sais déjà de cette zone-là, il y a un déficit quand même en eau potable, aussi bien pour les populations que pour le cheptel. Je ne sais pas maintenant où est-ce que vous en êtes au niveau, peut-être au niveau des forages. Est-ce qu'il y a des actions que le REDES fait pour alimenter les populations? Et si oui, quelles sont ces différentes actions-là? Comment vous les entreprenez sur le terrain? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Lee. Je pense, Monsieur Dr Pam, vous pourrez répondre tout à l'heure, juste après la dernière. On prend une dernière question de Monsieur Touré. Seydou Touré. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a Merci. Adi Chao qui a levé la main aussi. Qui ça? Adi Chao. Ah, d'accord. Allez-y, Voilà. Monsieur Touré. Je remercie M. Pam, M. Sagna et Mme Sidibé pour la qualité de leur présentation. Je m'en vais rapidement abonder dans le sens de, je crois, c'est M. Ba. En fait, nous avons beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils qui nous Suis-je la seule ou on n'entend plus, Monsieur Touré? Non, on n'entend plus. Sorry. Ok, allez-y. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Ce qu'il faut, c'est des stratégies locales, quartiers, communes. Je crois que Mme Sidibé l'a dit tantôt. Mais aujourd'hui, avec la communalisation intégrale, on n'a plus de communes rurales. Donc, on a des communes de plein exercice. Ce qu'il faut, c'est des organisations comme le REDES et tant d'autres pour les accompagner dans la mise en place d'une politique avec une feuille de route claire pour pouvoir adresser ces questions liées au changement climatique. Parce que si vous venez à Dakar avec le PCET, c'est le plan climat-énergie territorial de la ville de Dakar, qui est là depuis bientôt 5-6 ans. Malheureusement, les actions ne sont pas territorialisées. On a 19 communes, mais si vous parcourez ces 19 communes, il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'ils ne sont pas au courant de ce plan climat-énergie territorial. Moi-même, avec mon organisation, j'ai eu à diriger la plateforme Dakar Agit pour le climat pendant 3 ans et demi. Mais si on va aux Parcelles Assainies, on parle du plan climat-énergie territorial, les gens nous disent, mais nous connaissons les associations de scouts et les ASC qui viennent faire des reboisements, qui nous sensibilisent. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait fédérer nos actions pour arriver à ce que M. Pam, Dr Pam a réussi à guider. Mais il faut d'abord prendre cet exemple de réussite et de pouvoir le démultiplier ailleurs en le contextualisant, bien sûr, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Par rapport à ce que Mme Sidibé disait tout à l'heure, il y a des choses intéressantes qui se passent sur le terrain. Malheureusement, il n'y a pas de connexion qu'on peut faire avec nos politiques publiques. Aujourd'hui, vous prenez la Grande Muraille Verte. Nous, on a écrit en tant qu'organisation plusieurs fois pour participer au niveau du tracé de la Grande Muraille Verte, mais on n'a pas eu de réponse. Et pourtant, quand nos amis scouts de la Côte d'Ivoire organisent l'année dernière à Tafiré, en 2 jours, ils ont reboisé 10 000 arbres. Ça, c'est des choses qui sont là. On a le savoir-faire. Et c'est un peu comme Dr Pam a réussi. Ils ont mis d'abord des pépinières pendant 1 année et en 2-3 jours, on amène un effectif de jeunes engagés, bénévoles et qui fassent un reboisement. Le restant des jours du camp, c'était la sensibilisation au niveau des mosquées, au niveau des quartiers, pour que les gens préservent ces arbres-là qui ont été plantés. Vraiment, pour aller rapidement, dire que je m'engage pour qu'on réussisse à atteindre les objectifs de développement durable, mais aussi d'éviter les conflits et tout ce qu'il y a comme problème que les changements climatiques peuvent engendrer. Parce que c'est Mme Sidibé qui disait tout à l'heure, il faut que les gens s'engagent. Même si on doit créer une nouvelle organisation pour réussir ce challenge-là, nous sommes prêts. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette contribution très pertinente, Monsieur Touré. Je pense, Madame Adicham, allez-y pour votre question.
Voilà, merci beaucoup, Madame, pour m'avoir donné la parole et merci beaucoup à tous les présentateurs qui ont fait vraiment des exposés de taille pour un peu illustrer ces questions de changement climatique et de sécurité et paix. Je me présente, je vis à Yoff et Dr Pam, quand je parle de Yoff, vous vous souvenez de l'APEXI, hein? Et on a beaucoup collaboré avec vous quand vous faisiez votre exposé et que vous ayez parlé de l'Agence nationale des écovillages, hein, avec le président Wade. J'étais un peu nostalgique du bon vieux temps parce que moi, je suis un peu une adepte de global issue, mais des solutions locales. Donc, le problème, il peut être mondial, mais tant qu'on est au niveau local, un peu comme l'a dit Seydou, je crois que l'ancrage pour faire des résultats qui touchent les populations les plus vulnérables, c'est au niveau local. Et le local, malheureusement, le tissu local semble être un peu disloqué avec toutes ces réformes-là qui ont eu lieu. Donc, moi, mon rêve et vraiment ma suggestion, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire un peu un network d'ASC, d'associations comme l'APEXI, le REDES et d'autres écovillages qui sont là, qui ont fait du beau travail en son temps, mais qui maintenant semblent être un peu disloqués. Donc moi, vraiment, je suis nostalgique de ce beau vieux temps où on faisait des actions que vous avez si bien décrites, M. Pam, dans votre exposé, et qu'on pourrait vraiment faire renaître, si je puis dire, et les adapter au temps maintenant. Une autre crainte que j'ai, moi, et à laquelle je n'ai pas entendu parler, c'est un peu nous qui sommes dans des villages de pêcheurs où la principale économie vient de l'économie bleue, de la mer. Hein? Moi, ma crainte déjà d'entendre un peu le pétrole qui va venir, le gaz et tout ça, et d'entendre parler de local content, de contenu local que les gens ne connaissent pas et ne sont pas préparés à se positionner pour être des acteurs plutôt que des consommateurs. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est plutôt des commentaires. Peut-être apporter des réponses ici, là et maintenant serait un peu une utopie, mais c'est vraiment des considérations que je voulais partager avec les uns et les autres. En vous remerciant encore une fois de cette initiative. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Thiaw. Alors, je repasse la parole aux intervenants pour un petit peu répondre à ces questions. Peut-être Aminata sur la première question sur l'importance ou les enjeux de l'économie verte. Allô, you're on mute. Thank you. Oui, merci beaucoup. Donc, je disais que c'est très pertinent que Traoré pose cette question. Est-ce que c'est une utopie ou c'est quelque chose qu'on peut utiliser? Moi, je dirais que la nouveauté, c'est qu'on nous a introduit des pesticides, c'est qu'on nous a introduit une agriculture fast and furious, si on peut dire ça comme ça, pour aller plus loin. Mais avant cette nouveauté, comme Ousmane l'a dit, quand il a montré des personnes âgées qui vivaient plus de 100 ans, ces personnes vivaient avec leurs ressources agricoles. Et on a les moyens de tenir, en fait, parce que comme je l'ai dit tantôt, et c'est pas moi, c'est vraiment la FAO qui le dit, 70% de ce qu'on consomme vient des petits producteurs. Donc, les petits producteurs ont la capacité de nourrir toute la planète, en fait. Quand je dis petits producteurs, c'est petits producteurs de chaque localité, de chaque pays, de chaque zone, de chaque continent. Donc, ils ont cette capacité-là. Les semences aussi, on a la capacité de reproduire nos semences, en fait. C'est les semences OGM qui sont une nouveauté. Les semences circulaient partout dans le monde avant. C'est juste, il y a quelqu'un qui s'est levé un beau matin, qui a voulu réglementer les choses, a ajouté un peu de chimie dedans
pour créer des semences qui ne sont pas reproductibles et au contraire dans un but capitalistique. Donc, à mon avis, ça a déjà fait ses preuves dans le passé. Donc, pourquoi ça ne fera pas ses preuves aujourd'hui? On nous a fait, je pense aussi, c'est un inconscient collectif qu'on nous a vendu, que sans une agriculture, on est nombreux sur cette planète, sans une agriculture de pesticides, c'est une honte de voir nos dirigeants aller dans d'autres pays pour quémander des pesticides. C'est une honte, en fait, quand on voit ça. On se dit, mais l'échec est fracassant, sachant qu'on peut nous-mêmes produire nos semences, on peut nous-mêmes agir. Nous, on a des exemples là, Ousmane l'a prouvé. On a un autre exemple, on travaille avec un agriculteur qui est en Côte d'Ivoire, qui a des excédents parce qu'il transforme le manioc en farine. Il a réussi à trouver la même granulométrie que la farine de blé. Donc, cette farine peut remplacer totalement la farine de blé et les boulangeries autour en Côte d'Ivoire disent qu'ils ne savent pas travailler cette farine parce qu'elle n'est pas aussi élastique que le blé, etc. Mais lui, il a des excédents de produits. En fait, on a ce cas-là. C'est-à-dire qu'il a les produits pour que les populations puissent manger, mais les populations disent, nous, on est habitués à transformer la farine de blé qui est plus élastique et autres, mais réfléchissez, innovez, rajoutez des produits naturels pour rendre cela élastique. Ça, c'est un cas. Au Sénégal, on a un cas qui est très pratique. On a le riz de la vallée, en fait. Les ménagères ne veulent pas consommer ni préparer ce riz parce que c'est un riz qui colle, c'est un riz qui demande beaucoup d'eau, c'est un riz qui est beaucoup plus complexe, alors que ce riz existe en abondance. Pourquoi on va aller chercher du riz ailleurs, en fait? Donc, je pense qu'il y a des habitudes à changer d'abord, et les habitudes commencent déjà par chacun chez soi. Et à partir de ces habitudes-là, c'est aussi expliquer aux autres. Nous, en France, quand on fait des salons et qu'on présente la farine de manioc, on présente des cookies qu'on va retrouver sur le marché. Même aspect, il n'y a rien qui change. Quand les gens commencent à goûter, on leur dit il n'y a pas de blé dedans, il n'y a pas d'œuf dedans, il n'y a pas de lait dedans. Ils sont juste bluffés parce qu'on a réussi à travers le premier sens qui est la vue, les capter, qui retrouvent un produit qui est similaire à ce qu'ils ont. Donc là, il y a la barrière de la sécurité qui se pose. OK, j'ai l'habitude de ce produit. Et ensuite, ils se disent, finalement, le changement est possible. Je pense que le changement doit agir chez chacun. Voilà, pour répondre à la question de Batraoré. Merci. Merci Aminata. Donc, l'économie verte est une alternative réelle, mais ça commence déjà par un état d'esprit et c'est à l'échelle individuelle d'abord et avant tout. Merci beaucoup. Maintenant, Dr Pam, je pense vous aviez deux questions de Madame Lee et de Madame Chao, si je ne me trompe. Vraiment, je remercie beaucoup. Je remercie tous les participants, toutes les bonnes questions et puis ceux qui sont là, mais qui essaient de laisser l'espace aux autres. Vraiment, c'est apprécié. Alors, je vais rebondir sur ce qu'Aminata a dit. Je pense que, en fait, les multinationales et tout ça cherchent d'abord à nous pourrir la tête pour pouvoir arriver à leur dessein. Par exemple, notre riz rouge, agréable, délicieux qu'on trouve dans le Nord, qu'on qualifie de riz sauvage. Sauvage, pourquoi? Par rapport à quoi? Notre pharmacie, c'est une pharmacopée, nos langues, c'est des dialectes. Ça dit qu'on nous a fait perdre notre confiance en nous-mêmes et en restant tout à fait dépendants par rapport à ce qui se vend sur les marchés occidentaux et par les multinationales aussi. Alors, pour vraiment répondre très rapidement aux questions, voilà, aux interpellations. Alors, pour la question de bas, vraiment pour le Sahel, mais je pense que c'est complètement illogique et aberrant qu'au bord du fleuve Sénégal, à 2 pas du désert du Sahara, qu'on nous demande de faire du riz. On coupe des arbres pour faire du riz. Parce que ce qui se passe, c'est que le désert va nous trouver là. Plus aussi, tous les pesticides qu'on injecte dans les terres, ben, la terre, elle va mourir d'elle-même rapidement. Je pense que le nord du Sénégal, la vallée du fleuve, les autres fleuves qu'on trouve au niveau du Sahel, Niger, etc., c'est-à-dire que ça devrait être des zones agroforestières. Il faut mettre des arbres fruitiers par centaines de milliers
pour freiner l'avancée du désert, pour produire des fruits, pour les transformer, pour créer des industries qui vont avec. Mais pas couper les dernières réserves de forêt pour faire du riz ou bien pour faire de la tomate, d'ailleurs qu'on ne consomme même pas, hein, parce que cette tomate-là, elle est acheminée ailleurs. Et nous, on est là sur le terrain en train de consommer ce qu'on ne produit pas et de produire ce qu'on ne consomme pas. Je pense que c'est complètement absurde. Alors, vraiment, je remercie aussi mon ami Adji Tchaou parce que vraiment, les éco-villages, c'est les enfants de Yoff. Moi, une bonne partie de ma culture éco-villageoise, je l'ai acquise à Yoff, où on avait vraiment des groupes dynamiques, etc. Et c'est au milieu des années 90 qu'il y a eu vraiment les premières rencontres, les conférences, les Omardiennes et tout ça, l'APEXI. Nous admirons vraiment le leadership de Yoff et ce que nous faisons aussi dans le nord du Sénégal ou ailleurs, véritablement, ça vient aussi en grande partie de là. Alors, par rapport à la question de Diana Bali, l'eau, alors, il y a quelques années derrière, on vivait au bord du fleuve Sénégal parce que c'était c'était les voies de transport, il y avait etc. Et les gens buvaient l'eau du fleuve, pouvaient faire de l'agriculture au bord des berges, en fait, sur les berges du fleuve, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les barrages, plus les pesticides qu'on traîne dans le fleuve, mais le fleuve est en train de mourir de sa belle mort. Alors, on habite au bord du fleuve, mais on a soif. On a soif. Il y a beaucoup de villages là aujourd'hui qui sont en train de s'empoisonner régulièrement parce que l'eau du fleuve est très polluée. Et cette eau polluée-là, mais c'est celle-là aussi que Dakar boit, hein, parce qu'elle passe par le lac de Guiers, à travers beaucoup de compagnies, etc. On est là. Peut-être on devrait se poser des questions, mais pourquoi maintenant les gens souffrent de plus en plus de problèmes de reins, etc. Peut-être aussi la qualité de l'eau et tout ça. Alors, moi, je me ferai le plaisir et l'honneur de t'accompagner donc dans le nord du Sénégal pour te montrer tous ces villages. Nous, on n'a pas encore les moyens de créer des forages. Nous sommes en train juste de faire des puits à peu près de 20 mètres et tout ça, mais il y a vraiment beaucoup de villages qui n'ont pas accès à l'eau potable. Je crois que j'en ai terminé là, tout en remerciant les uns et les autres pour leur présence, leurs interventions et en remerciant aussi Écologie universelle pour tout ce que vous représentez. Merci. Un grand merci aussi à mon ami Souleymane Sagna. Je me tais maintenant, c'est terminé. Merci beaucoup, docteur. Merci Ousmane. Monsieur Sagna, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup et je vais commencer par la dernière intervenante qui travaille avec l'eau. Je pense que durant la présentation, j'ai parlé du projet des 1000 forages que le gouvernement du temps d'Abdou Diouf avait mis en place pour faire face à la sécheresse qui prévalait durant les années 80. Et ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus, nous voyons des organisations des multinationales qui de plus en plus s'investissent à améliorer leur RSE, leur politique, leur responsabilité d'entreprise, notamment en tenant compte et aussi en mettant des mécanismes de communication entre les populations locales et, par exemple, les exploitations minières ou autres ressources. Par exemple, ce conflit dont j'ai parlé et qui se tenait dans la zone du Bawol vers le Ferlo, si les populations locales ont assez d'informations, comme on dit, FPIC, information éclairée, consentement éclairé et bien informé. Si de plus en plus on le fait, je pense qu'il y a des choses qu'on peut régler parce que les communautés locales ont des connaissances endogènes qui leur permettent de gérer leurs conflits. Je pense que ces problèmes de cousinage et tout ça qu'on utilise, c'est pour gérer, par exemple, des conflits qui peuvent avoir entre les communautés et qu'on trouve entre Serer et Beul, mais en Mauritanie, entre Poulard et Mour, entre Tchapato et Moulani, comme ils disent, parce que c'est des populations qui sont souvent en friction. Maintenant, l'autre problème, c'est que moi, je ne suis pas de ceux qui dégagent toutes leurs responsabilités pour dire que ce sont les multinationales, ce sont les pays industriels. Aller dans les pays industriels, de plus en plus des villages construisent leur propre microcosme
où ils n'utilisent même pas l'argent. Où, par exemple, les gens vont utiliser, par exemple, ils vont s'inspirer, par exemple, des parcours d'eau d'avant pour voir comment est-ce qu'ils vont adapter, je veux dire, les projets d'urbanisation par rapport aux éléments naturels. Mais aussi, nos États, comme par exemple ceux qui m'ont précédé l'ont mentionné, sont très forts à mettre en place des politiques, mais ils ne mettent pas les moyens pour le faire. Les politiques, par exemple, qui a été mentionné, je pense, par M. Touré, par exemple, que dans les collectivités locales, il y a certaines initiatives, certaines politiques, mais ça demande des ressources réelles, mais les États ne mettent pas des ressources dedans. Et autre chose, nos gouvernants ne gouvernent pas les pays, par exemple, industriels. Ils gouvernent des pays qui sont pauvres et doivent tenir compte de ça. Donc, il y a des possibilités de le faire. Et enfin, tout ce travail-là qu'on fait, Madame Sidibé a tout à l'heure mentionné le travail de sensibilisation qu'ils font. Quand on a commencé à parler du riz de la vallée, et on en a fait tout un bruit, mais on a vu que les gens commençaient à, par exemple, dans les boutiques, à demander où se trouve le riz de la vallée pour l'acheter. La même manière doit être faite. Je pense que M. Ba Traoré a mentionné la question d'économie verte. Je veux dire, c'est ça, verte. Mais on voit des pratiques endogènes où, par exemple, les populations locales, sédentaires, agriculteurs, donnent leur champ après avoir récolté aux pasteurs pour leur demander, par exemple, de venir installer leurs bêtes là-bas le temps de manger j'allais dire chicots parce que je n'ai pas le bon terme, en tout cas le bout d'herbe qui reste. Et ça, c'est du win-win. Donc, il y a des procédures qu'on peut utiliser. J'avais déjà mentionné le fait que les populations trouvent des espaces communs pour, par exemple, développer le fourrageur pour éviter que les gens, que les bêtes n'entrent dans les champs. Mais je pense qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire et il y a un prix à payer. Prenons l'exemple de l'énergie. On parle de l'éolienne, on parle surtout du solaire, énergie renouvelable. Si, par exemple, le gouvernement du Sénégal donnait un package comme ils font avec les bourses sociales, pour dire, par exemple, que chaque foyer a droit à un panneau solaire et à un régulateur. Comment est-ce que l'impact que ça va avoir sur la facture, sur l'énergie qu'on dégage pour générer de l'électricité qui va jusqu'au village? Mais est-ce que nos États sont prêts à le faire? Et ensuite, nous, en tant que consommateurs, sommes-nous prêts à renoncer à ça? Nous avons des appareils qui demandent 220 watts. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer peut-être au ventilateur et finalement de nous limiter à l'éclairage du solaire? Donc, il y a un travail qu'il faut faire sur soi-même, mais aussi il y a un accompagnement nécessaire. Nous devons pousser, nous, nos autorités qu'on a élues, à financer, à allouer des ressources qu'il faut pour que nous puissions développer des stratégies de résilience. Déjà en Europe, il y a de plus en plus de villes qui prennent l'engagement, par exemple, de réduire leur production de CO2, qui est un adjuvant au changement climatique, donc au réchauffement climatique. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour préserver nos terres? Qu'est-ce qu'on fait pour que la compagnie multinationale qui exploite la terre permette aux populations locales d'avoir des couloirs pour aller dans leur bois sacré? Comment est-ce que ces organisations organisent de concert avec les communautés locales pour trouver des zones où, par exemple, les personnes qui sont affectées, soit par des projets, des méga-projets, ou bien affectées par des exploitations minières, parviennent à trouver des espaces où ils continuent d'assurer leur survie en continuant leur activité agricole. Et aussi, la surveillance que nos autorités doivent faire, parce que beaucoup de compagnies minières ne respectent pas les cahiers de charges, si bien qu'ils vont détruire les fleuves, ils vont détruire le sol, comme ça s'est passé avec la mort de Ken Saro-Wiwa dans le delta du Niger. Et qu'est-ce qui se passe? Des populations entières qui vivent de cueillette et qui vivent aussi de pêche, finalement, voient leur existence niée uniquement parce que nos États ne font pas le travail de surveillance qu'ils font. Donc, je pense que
je ne tirerai pas, par exemple, sur les multinationales. Les multinationales et consorts vont se comporter comme ils veulent, comme nous voulons. Si nous voulons qu'ils soient réguliers, ils vont le faire. On a parlé du pétrole. Qu'est-ce qu'on offre comme sécurité pour que demain, il n'y ait pas, par exemple, de marée noire qui va compromettre la survie des populations de Guet Ndar? Comment faire pour que les populations de Guet Ndar ne trouveront plus de poissons, viennent pêcher à caille et qui constituent une source de conflit entre pêcheurs de caille et pêcheurs de Guet Ndar, et on voit ça tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que le temps est trop limité pour le dire. Mais voilà humblement ce que je pourrais apporter comme contribution. Merci beaucoup, merci pour cette contribution, M. Sagna. Je pense que la prochaine fois, on va prévoir 2 heures parce qu'on a vraiment des intervenants avec plein de choses intéressantes et importantes à dire. Alors, nous sommes au terme de ce webinaire. Vraiment, c'était un échange extrêmement riche et encore merci à nos intervenants et à vous tous, chers participants, parce que vos questions vraiment ont permis d'enrichir davantage les échanges. Donc, bon, à un moment, je pense l'enregistrement s'est interrompu, mais on a pu rétablir. Donc, on pourra essayer de vous partager en fait ce qu'on a eu à enregistrer. Et surtout, on vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires sur des thèmes toujours très intéressants et toujours liés à l'écologie, l'environnement, les changements climatiques. Ça, c'est sûr. Peut-être on essaiera d'aborder, tout comme on l'a fait aujourd'hui, les changements climatiques, mais sous des angles vraiment pas très débattus. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci, Jeneva. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.